Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver cette fin de matinée de ce vendredi pour l'ultime numéro de la semaine de Taxi Presse, la grande messe de vendredi pour cette célébration autour de la presse, des fidèles comme Abi Alpha Isoto du journal Le Rendez-vous, Fabrice Petizi du journal Le Libéral, Loïc Lawson du journal Flambeau, des démocrates et Carlos Quetao du journal L'Indépendant Express. La coalition des 14 partis est-elle au bord de l'éclatement aujourd'hui plus que jamais? La récente sortie du PNP et du CAR refusant de s'associer au meeting d'information de ce week-end attire les attentions sur cette curieuse forme de sérénité qu'affiche le regroupement. Que d'interrogations désormais autour du nouveau projet du PNP. Nous souhaitons aborder la question sans faux fuyant, sans concession et avec moins de passion. Naturellement, nous toucherons la question des élections avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui affiche sa toute puissante capacité à organiser les législatives et 4 jours avant les locales et le référendum. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui? L'hebdomadaire Flambeau des démocrates hier accuse l'institution, la CENI, de violer le code électoral. On va en parler. Je demanderai aussi l'avis du plateau sur la médiation de la CEDEAO qui, pour certains, balbutie sérieusement et même en difficulté. La lutte contre la corruption et la récente campagne qu'organise la haute autorité de la prévention de la lutte contre la corruption et ces crimes assimilés sont aussi inscrites au débat. Bonne messe à tous, mesdames, messieurs. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec les confrères Abi Alpha Isoto, le patron du journal Le Rendez-vous. Bonjour Abi. Oui, bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Bon vendredi à tous les frères et sœurs musulmans. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Carlos Quetao. Bonjour Eric, bonjour chers auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à Fabrice Petizi. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Loïc Lawson du journal Flambeau des démocrates. Je voudrais qu'on commence le débat de ce matin par la question de la corruption. Ce sujet a occupé il y a une semaine les plus hautes autorités du pays qui ont lancé officiellement la campagne de lutte contre la corruption, sensibiliser les concitoyens sur les méfaits, les dangers ou les dégâts que cause la corruption. Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce, Carlos Quetao? Ah oui, c'est normal que nous soyons surpris parce que aujourd'hui au Togo, la corruption a pris une ampleur, une proportion importante dans la gestion du pays. Et la corruption, ce n'est pas seulement au niveau de ce qu'on appelle les petits fonctionnaires et les petits agents de l'administration. La corruption, c'est à un plus haut niveau, de la présidence au ministère, aux directions générales. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que il faut combattre la corruption sans passer par la voie de la moralisation de certaines personnes qui sont connues notoirement comme des acteurs principaux de cette corruption dans ce pays. Nous avons eu à dénoncer un certain nombre de cas de corruption en matière des routes, en matière de la gestion des travaux publics, en matière de la gestion des entreprises publiques. Mais en aucun cas, je me rappelle, les autorités togolaises, du moins le chef de l'État n'a jamais eu l'occasion de pouvoir réprimander, de pouvoir, je sais pas, sermonner ou sanctionner sévèrement ceux qui sont les acteurs de cette corruption. On se rappelle, nous, Abi Alpha et moi et d'autres personnes avons été inculpés par le juge dans le dossier de la route de Lomé-Vogan et de la route Tablibo et Tchévier. Et voilà, à l'époque. Mais le monsieur, le ministre Ayassor, a été éjecté du gouvernement. Aujourd'hui, il se paillardise démocratiquement à la tête de Saber et sans aucune forme de procès. Il n'a jamais été poursuivi. Et il y a plein d'autres personnes au niveau de la CAN. Le ministre Lorenzo et
serein et se paradisent démocratiquement sans aucune forme de procès. Donc avec ça, mais le citoyen lambda, le citoyen lambda ne peut pas avoir confiance à cette histoire de HPCA ou bien HPK pour dire que bon voilà la haute autorité de lutte contre la corruption. On se rappelle en 2001, le président Eyadema a mis en place une commission anticorruption et quoi qu'on dise, cette corruption a essayé de sortir des rapports qui étaient édifiants, qui inculpaient un certain nombre de personnes. Même s'il y a eu une politisation légère dans cette lutte contre la corruption à l'époque au niveau de la commission, on a eu en quelque sorte des faits qui étaient constants, où des gens avaient détourné des biens de l'État. Certains ont remboursé, d'autres n'ont pas remboursé. Mais quand nous voyons d'abord les membres de cette nouvelle commission, ces membres même sont infectés par le fléau, par le cancer de la corruption. On a des dossiers sur ces membres. Je ne veux pas déballer tout ici, mais je pense que il faudrait que la lutte contre la corruption commence par le plus haut sommet. Il faudrait qu'il y ait d'abord, avant qu'on lutte contre la corruption, qu'il y ait de la transparence dans la gestion des biens publics. Comment on a Ailleurs, on parle de la reddition des comptes aussi. Le népotisme au niveau de l'État, où le chef de l'État, parce que c'est sa belle-sœur, on lui donne un marché et elle disparaît avec 9 milliards, avec 10 milliards. Ou bien c'est une maîtresse, ou bien c'est une copine. Il faudrait qu'on arrête avec ça avant de pouvoir chercher à combattre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que c'est des petits poissons, directeurs généraux et directeurs adjoints qui seront inculpés, qui seront attaqués, alors que la corruption se trouve d'abord au niveau du haut sommet. Peut-être que je peux revenir là-dessus. Oui, on va en parler. Les agents de police, les agents de gendarmerie, il y a la petite corruption, les raquettes et tout ça là. On doit revenir là-dessus. Bien sûr. Pour qu'on parle de l'essence de la corruption. En même temps, c'est important qu'on puisse commencer un jour à sensibiliser les gens et à leur dire, écoutez, si vous répétez, on vous sanctionnera. Oui, bon, la sensibilisation, c'est une bonne chose, mais je me demande si c'était le plus urgent en ce moment, parce que, comme le confrère l'a dit, il y a quand même des faits de corruption qui ont été étalés au grand jour. Et je crois qu'aujourd'hui, l'idée de mettre sur pied la commission était bonne, mais je crois que cette commission a été un peu fragilisée par le fait qu'elle n'avait pas un budget autonome. On peut également dire des choses sur ceux qui la composent. Est-ce qu'ils ont vraiment les coudées franches pour pouvoir faire le travail? Donc, il y a autant d'éléments qui fragilisent un peu cette commission, et finalement on a l'impression qu'elle ne fait rien, et puis pour dire aux gens qu'elle fait quelque chose, on initie une sensibilisation, parce que quand à un moment donné on met sur pied la commission, on met du temps d'abord avant de nommer des gens. Quand on les nomme, il reste pas. Mais Fabrice, mieux vaut tard que jamais. Oui, mais après, maintenant elle est sur pied. Oui, elle est sur pied. Elle a perdu également du temps, et après elle a dû aller faire les coulisses à la primature pour demander de l'argent. Donc c'est des éléments déjà qui fragilisent un peu, parce que pour que cette commission soit vraiment puissante, il aurait fallu quand même qu'elle soit qu'on mette sur pied des mécanismes qui lui permettent quand même de pouvoir avoir les coudées franches et dire des choses. Maintenant, on se lance dans une sensibilisation. C'est bien. Mais moi, je dis à l'étape où nous sommes, je crois que la punition de ceux qui ont été reconnus comme coupables de corruption était la meilleure manière de sensibiliser les gens. Parce qu'on dit très souvent que la sagesse commence par la peur du gendarme. Oui. Aussi longtemps, par exemple, quand je prends l'exemple de la CAN, il y a quand même des éléments où il y a eu un audit où on nous a dit qu'il y a quand même une somme dont on a du mal à se situer, et il y a beaucoup d'éléments également révélés par des journaux où on n'a pas démenti, où on n'a pas dit c'est vrai ou c'est faux et tout cela, et des éléments qui sautent quand même aux yeux. Moi je crois que la meilleure manière de sensibiliser, d'amener les gens à comprendre que dorénavant le gouvernement a pris la mesure de la chose et veut vraiment combattre la corruption, c'est déjà d'attraper les gens et de les exhiber au grand jour. Il n'y a que ça qui peut amener déjà un enfant au primaire à comprendre que quand on détourne ou alors quand on se livre à la corruption, voilà ce qui peut m'arriver. Mais sans ça, aller sensibiliser les populations à l'intérieur, ou je ne sais où, l'eau jetée au dos du canard. Oui, ça n'a pas vraiment aujourd'hui. C'est l'impunité qui continue qui continue en ce qui concerne la corruption, qui est un problème. Il faut punir.
Et dès qu'on va punir, je crois que les gens vont commencer par se ressaisir. Il n'y a que cette meilleure... Oui, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour dire que l'objectif des autorités à organiser ces différentes campagnes, c'est juste pour faire plaisir aux organisations internationales de classement des pays en matière de corruption. C'est juste pour leur faire plaisir que nous avons une commission de lutte contre la corruption qui travaille, c'est tout. Bien. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Et c'est ce qui est... Bonjour, Loïc Lawson. Bonjour Erigato, bonjour aux amis. Merci de nous avoir rejoints. Abi Alpha, quelle est votre appréciation de cette campagne lancée par le gouvernement togolais? C'est une bonne chose quand même. Vous avez tout le temps dénoncé la corruption dans ce pays. Oui, sauf que on se dit s'il faut rire ou bien pleurer devant cette situation. Moi je pense que c'est-à-dire on aurait pu commencer par sensibiliser en donnant l'exemple. Au moins là-bas, quand demain, après avoir donné l'exemple, les gens seront sur le terrain pour sensibiliser, ceux qui sont censés venir les écouter vont les prendre au sérieux. C'est clair. Quand 17 milliards disparaît entre 3 contournements, Bafilo, Alejo et Defalé, 17 milliards disparaissent. On fait une route, après 3 ans, on est obligé de ne plus l'utiliser. On ne dit rien. Quand un État signe un contrat avec un privé pour donner de l'énergie, et ce contrat devient un secret de couvent qu'on cache comme un contrat qui est censé faire les choses au clair pour que on voit dans quelles sont les conditions dans lesquelles ceci a été concédé à telle ou telle personne. Oui. Ce n'est pas une entreprise privée, ce n'est pas pour un Loïc, pour un Fabrice ou bien pour un Adi, alors vous dites que ça regarde ma famille, c'est pour l'État. Et qu'on cache. Je vous donne un exemple. Le contrat de contour global dont nous avons publié la dernière fois les extraits, il est arrivé à un moment où on a envoyé des juristes, pas seulement pour le Togo, mais pour beaucoup de pays de la sous-région, pour évaluer les contrats énergétiques que chaque pays a signé avec les privés. Ils sont venus séjourner ici, ils n'ont pas pu voir le contrat avec contour global. Mais vous avez le contrat, enfin une partie du contrat. J'ai tout le contrat. Vous avez vu lire quelque chose. Donc quand on cache la vie publique comme ça, comme une femme qui cache c'est-à-dire ses dessous, bon, maintenant le cache plus avec quelle sensibilisation vous pensez qui peut passer entre nous, franchement parlant? Quand tu recenses les scandales... Donc pour vous, la meilleure sensibilisation aujourd'hui... C'est de donner l'exemple. Quand on recycle les criminels économiques, on saute quelqu'un, parce que ça n'a pas marché, c'était trop flagrant, on est obligé de le déplacer de son poste. On le met un peu sous l'ombre de quelque chose, quelques mois après, on le renomme, parfois même des conseillers à la présidence. Souffrez que votre sensibilisation, ça va être de l'eau sur le canal. Moi, je vois à travers cette histoire de sensibilisation 2 aspects. Soit la commission a un peu d'argent, il faut qu'elle fasse quelque chose pour qu'on sache qu'elle fasse, pour que l'argent quand même puisse aller à qui des droits. Tu comprends, non? Pour justifier que les fonds n'ont pas été détournés, donc on est obligé d'initier quelque chose. Soit l'État est en train de chercher sur le plan international d'autres fonds, et parmi les conditions pour qu'ils rentrent en possession des fonds, il y a le fait d'avoir une commission anti-corruption qui travaille. Donc il faut venir faire semblant que ça marche. Bien. Donc c'est 2 choses l'une. En tout cas, il n'y a pas autrement. C'est les deux. Moi je pense que on ne peut pas continuer par taper. C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle avec la corruption. Ce n'est pas un jeune qui a fini ses études, qui travaille déjà, ce n'est pas lui qu'on doit venir inculquer dans la tête les formules pour dire ça, ce n'est pas bien. Non. C'est dans l'exemple que les gens se mettent au pas. Loïc Lawson, vous avez traité vous aussi de ce sujet-là hier. Et si l'autorité donnait le bon exemple, comme le disait Abi? Tout part de ça? Tout part de là. Tout part de là. Tout part de là. Tout le monde le sait. C'est-à-dire, dans un état normal, dans un état sérieux, l'exemple vient toujours du haut. Et tout ça, c'est pas nous qui le disions. La Constitution a mis des dispositifs, à commencer par exemple par la déclaration des biens. Au fait, oui, quand la Constitution met ce verrou ou ce garde-fou, c'est pour justement éviter la corruption. C'est-à-dire, tu es venu comment à ton poste et tu repars comment.
tu n'es pas fils d'industriel, tu n'es pas chef d'entreprise, mais tu es milliardaire. Tu comprends un peu? C'est ça, partout ailleurs dans le monde, ça commence comme ça. Et c'est pour ça, dans les États démocratiques normaux, on ne peut pas te nommer dans un poste sans qu'on déclare les biens. Et c'est déclaré, c'est rendu public. Hein. Ça ne se cache pas. Ça commence là-bas. C'est pour ça que nous avons voulu interpeller les autorités en disant, commençons comme cela. Et l'autre côté, c'est, comment on dit ça, c'est quand vous passez à l'acte et que vous captez les silures en laissant les mammifères marins. C'est toi qui aimes le gros poisson. Le capitaine, non? Oui, c'est ce que j'appelle les mammifères marins. Oui. Ils sont là, tranquilles, et on préfère capter les petits. De rien du tout. Les faits mais les de petits corruption aussi vont grandir si on ne l'arrête pas aussitôt. Oui, justement, les cellules finiront pas devenir aussi des capitaines comme lui aussi, comme il le dit. C'est-à-dire, le développement dont on parle. Mais en même temps, quand on vous écoute ce matin, on a le sentiment que le pays, c'est un pays complètement corrompu. Non, est-ce que c'est vrai? La corruption, elle est partout. Elle gangrène tous les secteurs. Aux États-Unis, partout. Mais sauf qu'ailleurs, quand la presse déballe un cas, elle n'a même pas parfois besoin de déballer, juste des suspicions, l'enquête est ouverte. Une enquête est ouverte. Voir le cas de Mediapart en France, par exemple. Moi, je me rappelle de l'interview, de l'avant-dernière interview de Ford en Jeune Afrique, du président de la République. Il disait quelque part que c'est-à-dire pour ce nouveau mandat, c'était le mandat 2015, ouais, qu'il ne fera pas de cadeau dans ce sens. Vous y avez cru? Énormément. Nous sommes à l'orée, au crépuscule de ce mandat, c'est-à-dire vers la fin du mandat. Mais on ne voit pas encore cela. Et je me pose la question, pourquoi? Pourquoi le président de la République, après juste 13 ans de gouvernance, il n'a pas eu à taper du poing sur la table sur des cas pareils? Et l'autre fois, en lisant... Non, on le connaît aussi, en lisant discret. Fabrice Arfi, ou comment il s'appelle, le célèbre journaliste de Mediapart, oui. Il a fait sortir un livre, je crois, il y a 2 semaines, La casse du siècle. Oui. Et le bouquin que je suis en train de lire, je découvre maintenant pourquoi dans certaines gouvernances, on ne met pas la main sur les mammifères. Oui. Tu comprends? Le gros bonnet de se faire harakiri. Oui, c'est-à-dire, et tel qu'il l'explique Fabrice Arfi, c'est parfois dans certains pays, on laisse les gros mammifères parce qu'on se dit, c'est, comment vous appelez ça, entre guillemets, c'est le chantage qu'on peut leur faire. C'est-à-dire, moi le chef, je sais que tu as telle casserole. Tu me sers loyalement et bêtement jusqu'au bout, ou je te prends. Parce que j'ai tes dossiers. Tu comprends un peu? C'est un peu ce que Arfi explique. Parce que je te connais. Les services de renseignement m'ont dit toutes les gaffes que tu fais. Alors, Eric, tu nettoies, tu me lèches-toi les chaussures, tu te coules par terre, tu me sers, ou je t'arrête. Et sans te le dire, tu as compris. Et je me dis, est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans nos États, où parfois, on sait que tel collaborateur est corrompu jusqu'au... Comment vous appelez? Jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle épinière, voilà. Et on ne l'arrête pas. Pour finir, une petite anecdote. J'étais quelque part un jour par hasard, j'étais le lieu où il y avait des ministres du gouvernement. Et il y a un conseiller du chef de l'État, connu comme étant carré un peu et rigoureux. En tout cas, il n'a jamais été mêlé souvent dans les affaires de corruption. Et il y avait le ministre Nyofam à côté qui est venu pour prendre un petit cacahuète, puisque c'était... Et le ministre conseiller lui dit, ouais, les milliardaires du pays. Et nos femmes que tout le monde décrit, que tout le monde connaît, il répond, oh, excellence, nous on est... Et il dit, mais tu veux que je parle? Mais nos femmes a tourné d'autres tranquillement, il est parti. Ah. C'est pour dire que même les collaborateurs connaissent. Ils connaissent ceux qui pillent. Ceux qui pillent. Mais là, pourquoi on ne les arrête pas? C'est la grande question. Est-ce qu'on va s'en sortir, Fabrice, je vous donne la parole ensuite, Carlos. Est-ce qu'on va s'en sortir? La corruption est dénoncée tous les jours par la presse. Vous faites le constat que l'autorité ne répond pas véritablement.
est-ce qu'on en sortira un jour? Oui, il y a une certaine volonté de lutter contre la corruption. Je crois que c'est ça qui passe par tous les mécanismes qu'on met sur pied, sauf que dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme on devait. C'est-à-dire que le seul fait de penser qu'il faut lutter contre la corruption, c'est qu'on est déjà conscient qu'il y a la corruption dans ce pays. Sur ce point, il n'y a pas de débat et personne ne conteste. Il y en a à tous les niveaux, du cours primaire jusqu'au plus haut sommet de l'État. On parle des faits de corruption. Et effectivement, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Tout à l'heure, Loïc a parlé de l'exemple. Ça aussi, ça passe par là. Et cet exemple, c'est à tous les niveaux. Parce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, déjà même à l'école primaire, il y a des faits de corruption. Vous venez au collège, au lycée, même à l'université, il y a des gens qui négocient leur diplôme autrement. Ça, c'est des faits de corruption. Donc déjà, si très tôt, même les petits-enfants se rendent compte qu'on peut contourner la bosse. Oui. Pour avoir un diplôme, c'est déjà un faux départ. Et maintenant, c'est ça qui se répète. Et c'est pour cela qu'on dit, oui, même si on prend les petits, l'essentiel, c'est que ce soit prouvé que tu as posé un geste ou qui s'assimile à la corruption. Donc, que tu sois petit, silure ou grand, quand c'est avéré, il faut qu'on te prenne. Et c'est de cette manière, lorsqu'on aura pris les gens, vous savez, par exemple, quand tu es à l'école, quand tu triches et on te prend, le châtiment qu'on te réserve la prochaine fois, il y a plein de gens qui vont se souvenir au moins de ce qui s'est passé. On va revenir sur le sujet, monsieur, rassurez-vous. Nous allons marquer une pause publicitaire et on revient. Ça durera à peine 1 minute 30. Retour en studio avec mes confrères Carlos Ketaou, Abiel Faizotou, Loïc Lawson et Fabrice Pechesi. La corruption, il y a une commission qui est mise en place. Mais est-ce que ce n'est pas aussi du devoir de la justice de chercher à comprendre quand on révèle des choses? Carlos Ketaou. Oui, il faudrait que la justice elle-même soit autonome et indépendante. Il faudrait que le policier soit clean pour pouvoir poursuivre les voleurs. Mais au niveau de la justice, je respecte beaucoup les juges et les magistrats et tout ça là, mais c'est eux qui cautionnent, qui entretiennent la plus grande corruption. Je vais vous donner l'exemple du cas Télésou. Agoué Télésou, tout un village. Oui, vous en avez parlé. Tout le village a été pris en otage parce que certaines personnes ont débarqué à un moment donné pour dire que les terrains leur appartiennent. Tous les terrains là-bas, les 14 hectares leur appartiennent. Et quand vous rentrez dans les dessous de ce dossier-là, c'est tout simplement parce que il y a des juges, des magistrats, des officiers de l'armée qui ont acquis des terrains là-bas de façon frauduleuse et qui protègent un certain M. Katanga Uyao qui se trouve être le maître d'œuvre de toutes ces manœuvres d'expropriation des populations. Des gens ont acheté des terrains depuis 20 ans. Ils ont construit. Même le chef de Télésou, il est concerné. Non, le chef de Télésou est expulsé parce qu'on dit que le terrain ne lui appartient pas. Et que le terrain a été acheté par une quelconque personne. Et dans tous ces dossiers-là, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a des domaines là-bas. Des officiers, des magistrats, ils ont des domaines. Ils n'ont pas acheté avec argent comptant, mais tout simplement parce que, bon, ils sont magistrats, ils sont autorités, on leur dit, il faut nous protéger, nous allons vous donner ce terrain en contrepartie. Ça, c'est un exemple du côté de la justice. Sur le terrain au niveau de la présidence, la sœur de Sina Lawson, qui est le ministre de l'économie numérique, proche du chef de l'État, on lui a engagé des milliards, je ne veux pas dire 9 milliards, mais des milliards de marché, je ne sais pas si elle est ingénieure ou bien elle est architecte, je ne sais pas quoi, pour rénover le palais des gouverneurs. Ah oui. Sonia Lawson. Elle a disparu avec l'argent, les 9 milliards de l'État togolais. Comment est-ce qu'elle peut disparaître avec l'argent? Ah oui, c'est comme ça le Togo. C'est ça le Togo. Elle a disparu et après, on déclare qu'elle a des maladies, elle a des complications mentales et qu'elle est devenue folle, entre guillemets. Et que, bon, elle a disparu avec l'argent et elle est devenue folle. Vous voyez, c'est comme ça le Togo. Vous imaginez, dans ce pays, il y a aussi d'autres secteurs qui sont affectés ou bien infectés par le même système de corruption. Si on rassemble une centaine d'opérateurs économiques, on va en Chine. Et on revient, on ne nous donne pas des résultats concrets. On dit en chimie que en physique, W égale F fois L. Le travail, c'est la force fois le déplacement. Oui. Vous avez exercé la force, vous avez fait le déplacement. Mais il n'y a pas de travail. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ils sont revenus de la Chine, ils nous ont dit que voilà,
nous avons engagé tel milliard. Nous avons obtenu un contrat de rénovation de nos sites touristiques. Nous avons obtenu tel contrat de la réforme au niveau de l'agriculture du Bénin. Ça, c'est clair et net. Et ceux qui sont les répondants de ce contrat, de ce partenariat, sont connus et vont venir commencer le travail bientôt. Le Togo, quand vous avez lu le Conseil des ministres hier, c'était évasif. Un chef de l'État ne va pas dans un pays comme la Chine pour aller visiter les usines. Bon, là, on parle de la corruption. Voilà, ça, c'est une question. Ça veut dire qu'on doit nous rendre compte de l'argent qui a été dépensé pour aller en Chine. On doit nous rendre compte quotidiennement de ce qui se fait au niveau de l'État. De ce qui se fait au niveau de la construction des routes, c'est-à-dire que les contrats doivent être publics, dans les autres pays c'est public, au niveau des télécommunications, au niveau même de la gestion, au niveau de la présidence, on doit pouvoir nous donner exactement les chiffres et les contrats, comment les choses se passent. Mais si on occulte ces différentes réalités, ou certaines informations que nous devons avoir en tant que journalistes, quand vous allez à ces informations, on vous dit que vous ne pouvez pas avoir ces informations. Là, la corruption ne peut pas être combattue dans ce pays. Merci beaucoup, Carlos. Oui, par rapport à la Chine, bon, je crois que le communiqué du Conseil des ministres, oui, mais avant ça, je crois que le séjour du chef de l'État, il y a eu une communication abondante là-dessus. Hein, et on sait... Où on a dit que le chef de l'État allait faire un marathon. Non, je ne veux pas revenir à non, parce que le marathon chinois du chef de l'État, on ne fera pas de débat sur la Chine. Oui, parce que le chef de l'État allait faire un marathon dans un pays. Non, c'est une manière de dire, le marathon, c'est une compétition. Si vous gagnez, tant mieux. Si vous ne gagnez pas, tant pis. Mais ça, c'est une interprétation. Sinon, en ce qui concerne, non, le marathon, c'est une compétition. En fait, au départ, si tu veux qu'on aille à l'origine, pas forcément qu'on doit gagner. L'essentiel, c'est de participer au marathon et de finir les 42 km. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et chacun peut battre son propre record. En attendant de voir. Pas le record de l'autre. De voir le record du gagnant. Mais maintenant, en ce qui concerne la chiffre, je crois que d'abord, il y a eu deux phases. Il y a d'abord le sommet Chine-Afrique, auquel le chef de l'État a participé. Et il y a une manne financière qui est engagée pour le continent d'ensemble. Pour tout le continent d'ensemble. Oui, mais si tu avais suivi clairement la communication, aussi bien avant, pendant et après, tu devrais comprendre qu'en réalité, le Togo est allé vendre un produit au niveau de la Chine, le plan national de développement. Non, voilà, justement. Où il faut... Carlos, on se calme. Un scandale. Un pays, ça c'est un débat d'économiste de point de vue. Ça c'est un débat. Tu trouveras un autre économiste également qui va te démontrer le contraire. Et au niveau de ce plan national de développement, il faut au Togo près de 4 000 milliards. Et dans ce financement, il y a 65% qui revient au secteur privé. Et maintenant, dans la manne financière que la Chine a développée pour l'ensemble du continent, il y a 10 milliards qui reviennent aux investissements privés. Ça ne veut pas dire que tout le plan sera financé par la Chine. Ou c'est un produit qu'ils sont allés vendre. Bien, et tu sais qu'il y a eu des réactions. Mais quand tu vas vendre un pays, est-ce que tout de suite tu vends et on prend? Il y a des gens qui doivent arriver de la Chine pour voir... Je voulais qu'on parle de la corruption. Le cas de la merci beaucoup. Abi Alpha, sur la corruption et la justice. Je reviens en dire que je n'ai pas trop d'éléments pour le moment pour me prononcer sur la justice, mais je reviens sur la corruption pour dire que dans un État où tous les secteurs sont tombés en faillite, à tel ancêtre que les recettes de l'État même n'arrivent à rien produire. Et quand une autorité sort, c'est comment dessiner les formules pour arracher le plus possible de prêts. Et le jour où on trouve un prêt, on en fait un trophée de guerre. Mais sachez que ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a le phosphate, on a tout ce que vous savez. C'est combien ça fait rentrer. Ce qui est rentré, avec quoi ça a servi à réaliser quoi? On ne nous fait pas des comptes par rapport à ça. Mais, finalement, on se dit que l'objectif maintenant, c'est comment faire pour le plus possible. La non-reddition des comptes alimente le réseau corruption. Pour le plus ouvrir les pistes d'endettement. Les textes communautaires par rapport à la gestion des fonds disent que un État ne peut pas prêter à plus de 20% de la valeur de son budget dans ses banques. C'est-à-dire les banques de l'État,
tu es État, mais tu ne peux pas, si ton budget est 1000 milliards, tu ne peux pas prêter, t'autoriser à prendre en prêt dans les banques une valeur supérieure à 20% des 1000 milliards. On a déjà dépassé. Ça fait qu'aucune banque intérieure n'accepte de prêter à l'État togolais. Vous comprenez? L'ITE, l'initiative pour l'extraction, choses-là, c'est une initiative communautaire entre beaucoup de pays. Oui. L'État, le Togo est membre. Et depuis 2012, nous avons été fiers de commencer par lire des rapports. Il y a toujours une remarque qui revient. Jusqu'à présent, le rapport de l'année en cours, je ne l'ai pas encore. Mais toujours, qu'est-ce qui revient? L'ITE, qui est, c'est-à-dire, on peut dire que c'est une institution qui est plus ou moins en phase avec l'État, quoi. Ce n'est pas un opposant qui a créé pour dire que c'est une contre-force pour critiquer, non. Tout le temps, on revient demander que l'État rende public les contrats publics. Depuis là, ça n'a jamais été fait. Du secteur minier. Vous comprenez quoi? C'est-à-dire, les contrats publics, l'État n'a qu'à rendre. Ça fait partie. Allez prendre le contrat de, si vous n'avez pas, je vais vous fournir le rapport de 2012-2013 jusqu'au récent. Vous verrez dans les recommandations, l'État a le devoir de rendre public. Pourquoi les contrats deviennent c'est-à-dire un secret? Vous comprenez quoi? Un État où des individus s'enrichissent là où l'État tombe en faillite. Les individus sont plus riches que l'État. Vous comprenez quoi? C'est-à-dire partout où tu vois qu'un individu est devenu milliardaire, quand on te dit là où, de quel secteur il vient, où est-ce qu'il a géré, tu iras là-bas, c'est la faillite que tu vas trouver. Je donne un exemple. L'extraction du phosphate. Oui. Nous avons une des meilleures qualités. Nous avons la quatrième quantité du monde et la deuxième qualité du monde après le Maroc. À moins que je me trompe, peut-être que c'est les Marocains disent qu'ils ont le meilleur. Non, en termes de qualité, nous sommes derrière eux. Ils sont les premiers, nous sommes les deuxièmes. Mais en termes de quantité, nous sommes la quatrième sur le plan mondial. Le phosphate carbonaté, par contre. Donc, le phosphate, on ne parle pas. Moi, j'ai toujours dit que ce phosphate-là, je vais souhaiter toujours dans mes prières que l'État ne trouve jamais de moyens pour extraire ce phosphate-là. Parce que, mais parce que ce qu'on a déjà nous crée de problèmes. Mais bien sûr. Quel compte on a déjà fait de l'extraction du phosphate ordinaire pour que vous les priez, vous priez Dieu pour qu'il trouve les moyens pour extraire le phosphate ordinaire là est dans le jargon minier, on dit que c'est du phosphate à ciel ouvert. C'est-à-dire on racle un peu à 1 mètre de profondeur, on commence pas à prendre. Donc c'est à ciel ouvert. Et les gens extraient ça depuis avant les indépendances. Et aujourd'hui, c'est la faillite, on a trouvé. Tu comprends quoi? Et vous allez prier qu'ils trouvent les moyens. Pour aller, le phosphate carbonaté, d'après moi, mes informations, est à 100 mètres du sous-sol, à 100 mètres de profondeur. Et il est plus valeureux en termes de choses, du gain. Mais là-bas, ça serait une catastrophe. Ce qui est couché comme ça, les gens n'ont pas pu puiser, aller vendre, faire du bénéfice. C'est à 100 mètres, ils vont aller chercher pour faire du bénéfice. Merci beaucoup. Donc moi, je pense que quand tu regardes ce qui est économie, mais tu tires ta conclusion. Et ça là, c'est de la comédie qu'on est en train de faire. Alors, non, le marbre de Pagala. Permettez, Carlos. Le marbre de Pagala. Je vous donnerai la parole, rassurez-vous. Loïc Lawson, sur la question de la corruption, est-ce que cette bataille, on la gagnera un jour? Parce que quand on écoute le Premier ministre Dom Classou l'autre fois, dans son discours, mais c'est alarmant, le problème est grave. Si la corruption est dans le pays comme ça, tel que c'est décrit, c'est grave. Non, mais tout le monde est conscient. Je te dis, qu'est-ce que Arsuy a dit dans la casse du siècle. Et quand tu comprends ça, tu caricatures, tu comprends pourquoi on en restera là et on ne sortira pas. Mais à cette allure, on n'arrêtera personne ici. Oui, non, mais oui. En tout cas, on ne pourra pas arrêter. Les mêmes seront là. Après, vous êtes surpris que parfois, que les mêmes, même qui sont connus doigtés, ils ont des promotions. Les cas, vous en connaissez, la presse en a parlé plein, et 2 jours après, c'est la promotion. On leur dit tout simplement, reste calme, continue par rester calme, ne dis rien sur les médias, reste calme. Un matin, le président va te surprendre, il va te donner un poste. Ça, on l'entend tous les jours, de ceux qui nous gouvernent. Donc, ce qui se passe,
Moi, je dis, Bien. pour la corruption, ce qui se passe, c'est un combat. Et ça, dans les pays que je connais corrompus plus que tout, au moins, on fait semblant d'arrêter des gens. Je veux parler par exemple du Cameroun. Les opérations éperviers. C'est-à-dire, lui, il est spécialiste. Mais il le fait pour de vrai. Et sérieusement, il attrape à des moments. Mais c'est vrai, peut-être c'est des gens peut-être qui ont convoité à un moment son pouvoir ou quelque chose. Mais il arrête quand même. Il y a un des candidats actuellement qui brigue la magistrature pour le présidentiel avec lui, qui est reconnu unanimement comme étant à son poste. Il a eu à attraper que des gros mammifères. Bon, maintenant, nous, chez nous, on ne dit pas que la corruption chez nous dépasse tous les autres pays. C'est que chez nous, on n'attrape personne. Du plancton au plus grand. Toi aussi, c'est comme bien manger et pas. Quand ton homme, c'est bien manger et pas. Fais la gestion, fais-la comme tu penses, comme tu l'entends, on ne te dira rien. Même, vous êtes parti parler du phosphate. Il y a le port qui est aujourd'hui à terre. Aussi, c'est notre cas. C'est des scandales sur scandales. Il y a le phosphate, Pagala, avec le marbre. On a d'après eux-mêmes, c'est-à-dire les responsables qui ont dirigé l'entreprise. Et le Poma. Oui. De leur propre bouche, ils ont dit que le marbre togolais, quand il a été présenté à la foire internationale de Milan, parce que vous ne savez pas sans savoir, c'est en Italie qu'on a les bons marbres, il a été reconnu comme un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Et ce marbre aujourd'hui, cette société aujourd'hui a fermé. D'abord, ça, a été flou. Personne n'a rien compris. On en a parlé ici. Et ce qui fait mal, c'est-à-dire quand ces choses arrivent, les gens font tout pour convaincre le président de la République d'aller inaugurer. Rappelez-vous de l'inauguration. Le président de la République, on le fait déplacer, on le convainc d'y aller. Et quelque temps après, on dit qu'il y a faillite. Aujourd'hui, ils ont fermé. C'est ce que nous disions. C'est dit, il faut qu'il y ait des hommes d'État capables de frapper. La Cour de compte, elle n'existe que de nom. La Cour des comptes. Non, la Cour des comptes, non, attendez, mais depuis quelque temps, elle a commencé par faire des rapports. Au moins, elle a commencé par faire des rapports. Eric, nous savons tous ce que c'est du Je donne la parole à Carlos c'est saupoudrage. Et c'est pour ça que je dis aussi, tu sais, pour en arriver là. Oui, finissez. La corruption. Quand on a des pôles qui nous apportent beaucoup de moyens pour le pays, que ce soit le phosphate, j'ai souvent dit qu'on ne peut pas dire qu'on a le port en eau profonde le plus grand et qu'on n'ait pas des écoles de techniciens pas capables de former des techniciens pour nous aider à développer ce port. Mais il y a une école. Non, il n'y en a pas. Le phosphate qu'on a dirigé, qu'on a géré, pendant des années, on n'a pas une école qui forme des ingénieurs spécialisés de la matière, qui peuvent nous faire sortir du gouffre aujourd'hui. L'électricité dont on parle, même chose. Mais les gens sont là et ils entourent le président de la République. Merci beaucoup, Loïc Lawson. Oui, Carlos Ketaou. Après, je donne la parole à Fabrice. Vous savez, quand nous sommes allés en prospection au niveau de Pagala, invités par la société Poma, mais on nous a dit qu'il y a suffisamment de marbre qui puisse être exploité pendant 100 ans. Là-bas, à Pagala. Ah bon? Pendant 100 ans, on va continuer à extraire du marbre tous les jours. Oui. Ça ne va jamais finir. Oui. Mais ils ont fait faillite. Et pourtant, le marbre togolais, des blocs de marbre de 20 tonnes, de 30 tonnes ont été envoyés en Chine, dans des trucs là. À Milan et puis en Chine. Et ils ont fait faillite. Parce que la présidente du conseil d'administration se trouve être madame, celle de platine là, la dame de platine. Mireille, un truc là. Non, la dame de platine. Ah non, oui, je vois. Celle qui a mené le Camerounais. Oui, qu'on dit, bon, le Camerounais, le journaliste Camerounais qui est là. Une des nombreuses maîtresses. Oui, on n'a pas fait de preuve là, excusez-moi. Une des proches de l'État. On va pas aller sur le terrain. Parce qu'elle est la présidente du conseil d'administration, le marbre a été exploité au pifomètre. Et aujourd'hui, on se dit que ils ont fait faillite. Madame Ataï. Ils ont fait faillite. Madame Ataï, Rebecca. Madame Ataï, Rebecca. Et le plus scandaleux, attendez-nous bien, aujourd'hui, la BOAD s'apprête à débloquer 35 milliards de francs CFA à Pomar pour relancer l'exploitation du marbre. 35 milliards de francs CFA. Tout simplement parce que les 35 milliards
Rebecca Taïba prendre sa part. Peut-être le chef de l'État, Non, ça, vous n'avez pas de preuve. Je n'ai pas de preuve. Oui, mais vous ne pouvez pas l'affirmer. Oui, mais vous ne pouvez pas l'affirmer. Vous n'avez pas de preuve. De façon scandaleuse, c'est que c'est le scandale qui continue. Merci beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'autres secteurs. Il y a on ne pourra pas tout dire. On ne pourra pas tout dire. Dans un pays je vous donne la parole où à on continue de fonctionner sur du népotisme, sur de l'impunité, le pays ne peut jamais évoluer. Quand le chef de l'État préfère ses maîtresses, ses amis. Merci beaucoup à Carlos Ketaou. Le pays ne peut jamais évoluer. D'accord. Attendez, Abialfa. Oui, moi je crois que cette émission se veut un peu sérieuse. On peut parler des collaborateurs du chef de l'État. Maintenant, maîtresse ou pas, je sais pas. Non, pas envie le débat n'est pas là. On n'a pas envie de rentrer dans la vie intime. Mais nous avons de des informations. Non, attendez, on a donné des informations, hein. Non, on n'a pas de preuve de ça. Quand tu connais une collaboratrice du chef de l'État qui occupe un poste, tu t'attaques au poste et à la personne qui l'occupe, oui, mais maintenant, que ce soit maîtresse ou pas, non, quand les histoires de maîtresse, je crois que cette émission a le mérite d'être respectée, mais je n'aime pas participer à des émissions où il y a des commérages, parce que quelle preuve X a pour dire que telle est maîtresse de l'autre. Mais je suis d'accord pour qu'on dise que X a été mis sur ce projet et ça a capoté. Ça, oui. Mais bon, allez dire tel est maîtresse de tel. Je voulais qu'on s'entende sur l'essentiel, c'est-à-dire pas d'attaque. Et puis, si quelqu'un a la parole, permettez à Bialfa. Si quelqu'un a la parole, il n'y a que moi qui lui retire la parole et qui lui redonne la parole. Je voulais dire que finalement tu me retires la parole. Je pensais que vous avez fini. Non, j'ai pas fini. Tu as arrêté pour recadrer. Oui, non, j'avais demandé la parole avant. Je restitue ou bien pour moi c'est juste une parenthèse. J'allais dire quand on se gosille à vanter les investisseurs qui arrivent, interrogez-vous combien arrivent avec leur argent. Souvent c'est dans nos banques qui prennent l'argent pour investir chez nous. Quand Pomar s'est endetté là-bas, les banques sont en train les banques ont saisi une partie de leur matériel de travail. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils n'ont rien, mais c'est dans nos banques. Ce que toi, donc, aucun de tes projets ne va être financé, ni celui de choses. Parce que les gens viennent comme ça. Les gens viennent. Donc les gens viennent, ils ne tiennent rien, ils utilisent leurs relations ici, quelques parrainages, et puis on les donne de l'argent dans nos banques. Quand ils s'endettent, ils n'ont rien à se reprocher. Ils se replient dans leur pays. Et c'est le pays qui perd. Oui, moi je crois que la question de la corruption, c'est une réalité au Togo. Et personne ne va dénier ce fait-là. C'est d'ailleurs la preuve pour laquelle des initiatives ont été prises. Maintenant, quelle est l'efficacité des initiatives qui ont été prises? C'est là il y a le débat. Quand vous prenez des institutions comme l'OTR, l'objectif au bout, c'était de limiter la corruption dans le secteur des douanes et des impôts. Maintenant, on peut faire le devoir et le bilan aujourd'hui pour voir est-ce que cette volonté de lutter contre la corruption dans ces secteurs-là, est-ce qu'avec l'OTR on l'a atteint? Sinon, il y a une certaine volonté politique. Maintenant, peut-être qu'il faut réorienter les schémas qui sont établis pour lutter contre cette corruption-là. Surtout qu'au bout, c'est ce qu'on recherchait. Il faut faire le bilan aujourd'hui pour voir si ça va ou pas. Et aujourd'hui, on parle de cette institution qui est partie au niveau de la sensibilisation. Et on dit toujours, en réalité, l'idée n'était pas mauvaise, mais maintenant, par rapport à la façon dont elle déploie sa politique sur le terrain, est-ce que c'est ça qui peut permettre de lutter contre la corruption? Et on a quand même des reproches pour dire que ce n'est pas efficace parce que il faut d'abord donner l'exemple et puis ne plus cultiver l'impunité. C'est la meilleure manière d'amener les gens à se ressaisir. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'on fasse des émissions pour critiquer un peu les politiques qui sont définies par rapport à leur côté efficacité sur le terrain. Et on comprend que effectivement les idées sont bonnes, mais parfois sur le terrain ça cloche parce que ça n'aboutit pas forcément. On veut du concret aujourd'hui à ce qu'on a voulu rechercher en mettant sur pied telle ou telle institution. Messieurs, merci beaucoup. On va aborder notre sujet, la politique maintenant avec la coalition des 14 partis politiques qui se fait voir d'une autre couleur depuis quelque temps. Le dernier événement en date, c'est l'annonce de meetings d'information le week-end prochain, c'est-à-dire à partir de demain samedi et dimanche, 22 donc et 23 sur l'ensemble du territoire, sauf qu'il y a un petit grain de sable qui semble glisser dans la machine. Le PNP, puis le CAR qui refuse de s'associer au meeting d'information de la C14. Est-ce que la coalition est plus qu'au bord de l'éclatement aujourd'hui, plus que jamais? Abi Alpha, vous lancez le débat.
je ne crois pas que des gens aussi responsables puissent se réunir comme ça pour fournir du théâtre et à un moment donné, à leur gré, se disperser. Donc, ce n'est pas la volonté de quelqu'un, du moins jusqu'à l'heure où on se parle l'information en notre possession, ce n'est pas la volonté de quelqu'un de faire éclater la coalition. Ils sont ensemble. Et c'est vrai que, comme on l'a toujours dit ici, même dans un foyer, tout ne se passe pas comme une lettre à la poste. Parfois, il y a toujours des écuelles qu'on remonte et puis les relations interhumaines, c'est toujours en dents de scie. Tout n'est pas toujours rose tous les jours. Donc maintenant, que des manifs soient annoncés, que deux partis se soient désolidarisés, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas cela qui décrète la fin de la coalition. C'est très clair. Si je veux parler par exemple du PNP, ce qui est clair et qui est évident est qu'il y a une situation qui est en cours. Et par rapport à ces meetings, c'est-à-dire c'est quoi on veut attendre par rapport à ces meetings, quel résultat on veut attendre? Le résultat, donc, c'est par rapport à ça que le PNP estime que il y a un processus qui est en cours. Ils ont confiance pour le moment au processus et à ceux qui gèrent le processus. Lui n'a pas besoin de ça. Et cela ne veut pas dire que le PNP a dit que jamais je ne vais manifester. Cela ne veut pas dire que le PNP a quitté la C14. Ce n'est non plus non plus le cas. Tu vois, donc je viens d'ailleurs d'apprendre par rapport au cas. Donc moi je pense que les amis, chacun va donner son avis. Je crois qu'on va revenir. C'est vrai que beaucoup s'interrogent aujourd'hui aussi sur le nouveau projet du PNP. Le PNP qui depuis un bon bout de temps se désolidarise des manifestations, de la coalition. Alors on se demande quel est le nouveau projet du en politique, quand les gens parlent, il faut qu'on apprend aussi à occuper le temps. Vous vous rappelez ici quand la fameuse feuille de route actuellement qui fait problème est sortie au soir du 31. Le PNP était le premier ici à dire qu'il est satisfait. C'est-à-dire il aurait aimé avoir plus, mais le peu qu'il y a, lui, il est satisfait. Et actuellement, nous sommes en train de voir que cette feuille de route, si elle est vraiment appliquée sur le terrain, ça suffit pour que les choses soient claires pour tout le monde. Si depuis le 31 jusqu'à présent, rien n'est fait par rapport aux réformes. Vous comprenez? Si c'était aussi facile, ceux qui ont crié que c'est la victoire d'un camp par rapport à cette feuille, c'est la victoire d'un camp. Si c'était aussi facile, si c'était une victoire, et que l'application, l'exécution de la feuille de route était tellement une victoire pour certains et que ça devait se faire comme une lettre à la poste, ça veut dire qu'actuellement on devait déjà finir avec les réformes. Oui. Mais actuellement il y a toujours des écueils, on est en train de gérer. Ça veut dire que malgré ce bout de cette portion congrue des réformes, les gens ont des difficultés à voir ces réformes se réaliser. Merci beaucoup. Et ça veut dire que si on tient faire pression. Le peu qu'on nous a donné, on n'a pas refusé, on a accepté. Les gens croyaient qu'à la sortie de cette feuille de route-là, le PNP devait demander, c'est-à-dire faire du bruit, tous ils vont quitter pour dire, fustiger aussi bien la feuille de route que la CEDEAO. Ça va les isoler et puis les gens vont faire leur pagaille. Ils n'ont pas obtenu ça. Bon, ça, c'est je demanderai l'avis des confrères tout à l'heure. Abi Alpha. Moi, je pense qu'il y a une situation. Je demanderai l'avis des confrères tout à l'heure sur le sujet. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. On va observer une pause publicitaire. Abi Alpha, on va observer une pause publicitaire. On revient pour la suite du débat. Retour en studio avec mes confrères Loïc Lawson, Fabrice Petiesi, Abi Alpha et Carlos Koutaou. Retour en studio donc avec les confrères Fabrice Petiesi par rapport donc à ce qu'on est en train d'observer de nouveau au sein de la coalition. Est-ce qu'on va dire finalement que c'est un regroupement qui est au crépuscule de son activité? Non, moi je crois que tout va bien au sein de la coalition, tout baigne. Même pour les gens qui se plaignent, tout se passe très bien.
Ceux qui pensent qu'il y a des éclatements ou du grabuge, peut-être c'est des gens payés par le pouvoir pour le dire, sinon tout va bien. Moi, je ne vois aucun problème. En tout cas, c'est ce qu'on nous a toujours dit à chaque fois qu'on a relevé que ça n'allait pas au sein de la coalition. D'accord. Donc, c'est ça qui continue. Sinon, coalition, ils n'ont jamais été ensemble. C'était une coalition de façade. Le CAR et les ANC ne peuvent jamais être ensemble, toi-même tu le sais. Le FDR qui venait de claquer la porte au CAR ne peut jamais être ensemble avec le CAR. Donc on l'a toujours dit, mais on nous a dit, bon, ouais, vous êtes manipulés, vous avez reçu de l'argent pour le dire. Bon, aujourd'hui on est là, on observe, on constate là où ça va. Et si jusqu'aujourd'hui ça ne s'est pas éclaté au grand jour, c'est parce que l'ANC joue un peu profil bas dans cette histoire. Ah bon? Bien évidemment, aujourd'hui il n'y a que ce parti-là qui se tue et regarde un peu faire. Parce que le parti espère encore peut-être conserver, conserver un peu cette alliance de façade qu'elle a réussi toujours à conserver, parce qu'il suffit aujourd'hui que l'ANC se prononce sur tout ce qui a été dit cette semaine et ça part dans tous les sens. Parce qu'en réalité c'est quoi? Quand vous estimez que vous êtes dans une coalition, ça voudrait dire qu'il y a des décisions qui doivent se prendre. On ne dit pas toujours que tout passe comme sur des roulettes. Et lorsque vous faites une réunion au sein de la coalition, vous adoptez une position, il y aura forcément des gens qui ne sont pas d'accord. Mais si la majorité est d'accord, c'est qu'en réalité, on se soumet à la discipline du groupe. Mais lorsque vous ne vous soumettez pas à la discipline du groupe, et à un moment donné, bon, vous dites que vous êtes toujours avec le groupe, mais que ça ne vous plaît pas. Il faut, au moment de la réunion, il faut vous battre pour imposer vos idées pour que ça passe. Mais quand ça ne passe pas, quand il faut maintenant s'exprimer de façon globale, c'est la coalition qui doit s'exprimer au lieu que ce soit des partis qui affichent leur position d'une manière éparse. Et c'est pour cela que je dis, si jusqu'aujourd'hui ça tient et on continue par parler de la C14, c'est parce que l'ANC continue toujours par jouer profil bas et encaisse. Mais le jour où il plaira à l'ANC également de faire comme les autres, vous allez constater que c'est ce jour-là, chacun dira ce qu'il a sur le cœur et ça va partir dans tous les sens. Alors, on se demande quels sont les projets aujourd'hui des autres, le CAR et le PNP qui ne s'associent pas aux manifestations. Ce ne sont pas des marches de rue, des manifs de rue, mais ce sont des meetings qui sont programmés et projetés par la coalition sur 19 villes du pays, Carlos. Oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème de fond? Vous écoutez nos constituants depuis quelques jours? Ça peut causer un problème de fond, mais comme à l'époque la CST, je suis membre fondateur de la CST, parce que j'avais deux organisations qui étaient membres de du CST, du collectif Sauvons le Togo, il y a toujours une charte qui est signée par les différentes organisations ou les différents partis. Et l'adhésion au groupe n'enlève pas l'autonomie des activités des différents partis ou bien des différentes organisations. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la coalition des 14 partis. Ce n'est pas parce que nous appartenons à une coalition démocratique qui aspire à un objectif que nous ne devons pas avoir nos positions internes au sein des partis. C'est pourquoi moi ça ne m'étonne pas que le CAR dise aujourd'hui que bon, je ne m'associe pas aux manifestations, ce n'est pas une façon de boycotter ou de bouder ou de créer un scandale, non. C'est une façon de dire que tel que la coalition est en train de voir la chose, nous ne voyons pas la chose de la même manière. Mais on est dans un groupe. On est dans un groupe. Oui, on est dans un groupe, mais peut-être que bon, ça je n'ai pas encore vérifié au niveau du PNP, au niveau du CAR, pour savoir s'ils ont une autre stratégie. Mais je sais que le PNP est imprévisible. Parce que c'est un parti qui, à un moment donné, est arrivé et a secoué le monde entier, a fait en un jour ce que les gens n'ont pas pu faire en 30 ans. Je le répète quand je le dis ça, et ça dérange beaucoup de leaders, mais je vais continuer à le dire. Mais au même moment, je me dis que un leader de la trempe de Tipi Atchadam ne sort pas pour se cacher après. Nous avons connu Nelson Mandela, il a fait la prison, il a fait 27 ans, il est revenu, il est devenu président. Donc la popularité, même si on l'assassine, ça je ne le souhaite pas, si on l'assassine, mais son fantôme va continuer à régner sur ce pays jusqu'à ce que l'objectif qu'il s'est assigné avant d'engager la lutte puisse être atteint. T'as vu Amora a été assassiné, hein? Lobé Zongo a hanté Blaise Compaoré pendant tout son règne. Et il est parti par Lobé Zongo. Thomas Sankara a hanté
le monsieur Kampaoré jusqu'à la fin de son règne. Il y a eu donc beaucoup de morts quand on aussi. est un leader comme Titi Adjadam, mais si on évalue la capacité d'influence de ce leader-là, mais d'abord, on n'assassine pas tout le monde. On ne peut pas... tout le monde ne peut pas assassiner tout le monde. Ça veut dire qu'en matière spirituelle, quand vous avez un haut niveau d'influence comme celui de Tipi Adjadam, qui mobilise vous avez envie le monde de dire entier, que Tipi a démissionné finalement. Oui, son recul est critiquable. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas disparaître comme ça. Alors que c'est le moment précis qu'il faut pour qu'il puisse mobiliser encore, pour aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. On a encore besoin de Tipi Adjadam en ce moment. Et je ne pense pas qu'avec les regards internationaux, avec la médiation, avec l'adhésion populaire, qu'un bon matin, quelqu'un puisse se lever et assassiner Tipi Adjadam. Bien, mais je ne pense pas. Nous sommes au Togo, c'est vrai que ça peut se passer. On a mis sa tête à prix, mais il faudrait que, quand on est un leader aussi charismatique, aussi influent, qu'on sorte, qu'on se montre qu'on aille jusqu'au bout de sa lutte. Maintenant, sur la cohésion au niveau de la coalition, moi je pense que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de leaders. Si, à un moment donné, Patrick Lawson dit qu'ils ont eu tort de se limiter, de suspendre les manifestations, c'est un aveu d'échec qu'il faut rattraper. On peut toujours rattraper cette situation en s'engageant de nouveau dans des manifestations. Les populations, elles sont prêtes. Mais à un moment donné, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes face à un régime aussi incohérent et un pouvoir incohérent parce qu'on annonce les élections au niveau de la CENI. Au même moment, le ministre de Bahara dit que bon voilà, il faut attendre le Parlement et tout ça. C'est une incohérence politique et intellectuelle. On va revenir à tout ça. Mais face à un régime aussi incohérent, il faut toujours aller pas dans une logique politique. Il faut toujours aller dans des situations pour répondre à toutes les manœuvres, à toutes les sorties de ce régime-là. Il faut être dans les réactions. Merci beaucoup, Carlos. Oui, Loïc Lawson, par rapport à ces sons dissonants qu'on entend aujourd'hui au niveau de la coalition, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, particulièrement pour le cas du PNP. Mais est-ce que ça ne fragilise pas la base? Oui, naturellement, les militants ne sont pas contents, c'est-à-dire les militants de l'opposition en général. Ils comprennent, ils ne veulent pas entendre des sons en tout cas, divergents. Ça ne leur, ils sont pas contents, ça motive pas. Parce que tu sais, la population, on le sait de manière générale, quelque tendance que ce soit pour elle, l'objectif c'est pas des élections, c'est les réformes. C'est démontré par plusieurs rapports, c'est démontré par plusieurs commissions mises en place que les réformes sont nécessaires pour les Togolais. Maintenant, on a la C14 qui commence avec le PNP à faire désordre. Il faut avoir le courage de dire... Non, qui fait désordre? C'est le PNP ou la C14? Pour moi, tant que quelque chose est dit en interne, quelqu'un dit autre chose, il fait désordre. Bien, donc le PNP fait désordre. Le PNP fait désordre. D'accord. Et je lui ai écrit dans un article précédent pour dire que le PNP fait désordre. Parce que, tu sais... Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le PNP. Oui, le cas qui s'est annoncé, je vais chercher à comprendre au niveau du cas. Abi Alpha va se rappeler, je l'ai appelé il y a 2 jours. Je voulais comprendre, au fait, quand je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Après, quand il m'a rappelé, je n'ai plus décroché aussi. Pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe, au fait, pour que le PNP se désolidarise? C'est quoi? C'est lui le porte-parole du PNP? Non, je crois qu'il a des entrées mieux que moi au PNP. Tout comme si il y a des partis politiques. Comme toi, si tu as des entrées que nous n'avons pas. Si je cherche à une information vers l'unir, je pense que tu es le mieux de voilà. Là, tu me fais honneur parce qu'ils ont tellement de gens que... Très bien, allez-y Loïc maintenant. Bon, bref. Finissez. Et moi, je pense... Mais le danger, c'est que les gens ne savent pas. Parmi tous les membres de la C14, je parle de tous les leaders, les gens pensent qu'ils ont la population avec eux. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Je vais t'expliquer. Le peuple togolais n'est que derrière ceux qui se battent pour les réformes. Ouais. Si tu y es pour les réformes, tu te bats pour les réformes, ils sont avec toi. C'est-à-dire, quelqu'un ne dira pas que ceux-là m'appartiennent. Les réformes c'est le seul leitmotiv des populations togolaises. Et les réformes avant ces élections. Alors, que quelqu'un, un parti fasse son malin, quand l'ANC l'a fait, moi je fais partie, tu me connais,
quand l'ANC déconne, j'ai cogné sur l'ANC, j'ai essayé de dénoncer les dérives de l'ANC. Le PNP le fait autant, je dénoncerai. Et parce que pour moi, seul l'intérêt du peuple togolais doit primer. Et l'intérêt du peuple togolais, les rapports, que ça soit CVJR, que ça soit Awanana, que ça soit je ne sais quoi, Ashkurun, on dit que le peuple togolais a soif de réformes. Nous avons tous soif de réformes. La CEDEAO a demandé, a fait sortir une feuille de route où elle a exigé le minimum. C'est-à-dire de telle sorte que le parti au pouvoir ne soit pas, comment vous appelez ça, et ne se sente pas perdant. La C14 ne se sente pas perdant. À l'époque, nous l'avons dit ici. On a coupé la poire en deux. En deux. Mais allez-y, faites ce que la CEDEAO a fait. Là aussi, c'est un problème. Alors, allez aux réformes, là. Initiative aujourd'hui. Mais moi j'ai mal, c'est la question. Je voudrais qu'on avance maintenant pour revenir sur le cas de la CENI qui a annoncé la semaine que, en plus des législatives le 20, elle est capable d'organiser les locales et le référendum. Vous avez écrit que la CENI viole le code électoral. Mais je sais pas, ce que je te dis, c'est pas que je l'ai dit, les gens entendent des gens chercher à défendre l'indéfendable, c'est une vérité. Au cœur de l'appareil, c'est-à-dire gouvernemental, oui. Le mot qui était même sorti, pourquoi elle est si pressée? Ah oui? L'entourage du chef de l'État. Je dis au cœur. Pourquoi elle est si pressée? La sortie de la Bahara n'était pas fortuite. Hein. L'interview précipitée, arrangée avec ça et Savoir News n'était pas hasardeux. C'est pour arranger quelque chose? Mais oui, ça dit, le gouvernement veut rectifier un peu le tir. Et hier, tu as vu en Conseil des ministres. La CENI, le texte, l'article 411 est clair, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Ça n'amène pas à piétiner la loi. Même si la CEDEAO dit les élections avant ou d'ici le 20 décembre, la CENI et l'autre, l'article 11 l'appelle à faire des propositions au gouvernement. Et le gouvernement rend public. Oui, mais les responsables de la CENI disent que ça reste des propositions. Mais non, justement, et les gens sont allés jusqu'à parler de comment, j'ai entendu un terme bancal sortir récemment, on me parle de mise, mise en demi, la CENI a fait ça pour mise en comment, d'accord, oui, c'est vrai. Mise en quoi, je ne sais pas. Mais alors, je me suis dit... Mesures conservatoires. Mesures conservatoires, j'ai rigolé. J'ai dit, mais quand la CENI en parlait de ce sujet, tout ce qui était là, vous avez entendu ce mot-là? Non. Mais alors, Fabrice, pourquoi sur le cas de la CENI, ils sont incohérents. Sur le cas de la CENI. Sur le cas de la CENI, il faut dire que jusqu'alors... Parce que dans votre éditorial, vous êtes très content qu'on ait parlé des locales déjà. Hein, oui, parce qu'il faut prendre le pouvoir à la base. Oui, moi je dis qu'il faut parler des locales aujourd'hui. Mais en ce qui concerne si l'élection aura lieu ou pas, même jusqu'aujourd'hui, l'élection du 20 décembre, la date n'est pas encore fixée. Comme ça c'est contenu seulement dans la feuille de route. Et on lui dit, mais officiellement, le gouvernement n'a pas encore pris un décret pour convoquer le corps électoral comme cela devait se faire. Donc, idem pour les locales et le référendum. Et surtout que on ne sait pas encore quelle est la question qu'on va nous poser par rapport au référendum. Maintenant, la CENI se défend pour dire qu'elle se préparerait au cas où. Bon, moi je me dis, on pouvait le faire aussi sans forcément communiquer là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'apprête au moment où il le faut. Quand le gouvernement promulgue, on réagit. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça fait confusion au tel que les gens se posent la question de savoir comment on peut organiser. D'abord, la date du 20 décembre, on se demandait si c'était possible ou pas. Mais comment on peut organiser 3 élections en l'espace de 4 jours. Quand on sait que, par exemple, si celle du 20 décembre tient, si celle de 16 tiens, bon, c'est pas encore officiel, ça reste. Quand est-ce qu'on va ramener les urnes, les redéployer, tout ça là, sur le plan pratique? Il y a des soucis. Là, on voit la CENI toute puissance qui peut l'organiser. Non, jusqu'alors, elle peut pas l'organiser parce qu'il ne lui revient pas de convoquer le corps électoral et tout cela et autres. Il revient au gouvernement de le faire. Maintenant, ils l'ont annoncé, ils s'en expliquent, que c'est une manière de prévenir. C'est pour cela que je dis oui, bon, il fallait pas l'annoncer, on peut prévenir en attendant. À un moment donné, lorsqu'on vous dira organisez, vous allez surprendre les gens que vous êtes prêts. On n'avait pas besoin de communiquer là-dessus, peut-être pour semer la confusion aujourd'hui. Donc, effectivement, ça donne l'impression comme si ça a été pris, c'est-à-dire tout de suite comme si on va aller aux élections. Le 16 décembre, alors qu'en réalité, il ne lui revenait pas de le dire officiellement, même si c'est des suggestions, puisque dans tous les cas, il revient à la CENI de dire au gouvernement si c'est possible ou pas
mais il ne lui revient pas d'annoncer officiellement et ça sème la confusion comme si effectivement c'est une date déjà décidée. Voilà pourquoi je disais... Abi Alpha, d'abord sur le cas de la CENI, très rapidement. Oui, moi je crois que, on l'avait déjà dit ici, c'était un coup que nous étions des plaisantins. On a dit que c'est pas possible. Ce que les gens appellent le train qui est pas possible. Le processus là, les gens disaient, ils se moquaient d'une façon ironique que le train a démarré. Papa, ça a fait de gros titres de certaines parties. Oui, il a vraiment démarré le train. Le train a démarré. Il a tenu à marche. Non? Oui. Je sais pas si vous comprenez quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est de la même scénie qu'on parle actuellement. Avec ces bourdes, tout ce qu'on est en train de constater. Je sais pas si vous comprenez quoi. Quand un train fait des bourdes, un train ce n'est pas un vélo en deux, où on peut aller s'arrêter. Quand ça percute, c'est beaucoup de dégâts. C'est ça, quand vous voulez un train fonctionne comme une machine industrielle. Quand ça démarre, c'est pour longtemps, c'est pas une petite machine. Non, moi je pense que qu'est-ce qui s'est passé en réalité quand le 31, la réunion est terminée, au fait, ce qui se passe, par respect à l'autorité qui est installée, tu as beau être le plus opposant, le plus tu ne veux pas de la tête de fort, il incarne une autorité qui est installée. Et c'est lui, par rapport aux réformes là, et que revendique la feuille de route, c'est à l'autorité de proposer des textes. Et ces textes-là, quitte à les faire voir copier à l'opposition, ils sont d'accord sur le minimum. À partir de ce moment maintenant, les experts viennent pour vérifier la conformité avec les autres dispositions de la CEDEAO, et ça rentre, et ça c'est voté, ça devient une loi, et on travaille avec. Il y a une constitution qui doit bouger par rapport aux recommandations des réformes. Avant les élections. Avant les élections. Cette constitution, si elle doit bouger, puisque dans la constitution, il y a la loi électorale fait partie de la constitution. La loi électorale accouche de la CENI. La CENI organise techniquement les élections. Comment on pense qu'une CENI comme ça peut être en bonne santé? Elle peut s'éviter des virus, travailler objectivement pendant que les réformes ne sont pas encore faites, qu'elle peut marcher sans problème. Elle a lancé son train. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Nous, on avait toujours dit que c'est un faux fiant. C'est un faux fiant. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Que par rapport à ce faux fiant, et la dernière rencontre de la dernière délégation qui est venue, qui allait rendre son rapport, les pressions ont commencé par tomber sur le régime ici. C'est ça qui justifie même la libération actuellement d'une partie des détenus encore. Pour faire quoi que nous sommes de bonne foi. Il semble que ces détenus ont purgé leur peine. Attendez que je vienne. Que nous sommes, on connaît plein de gens qui ont purgé leur peine, ils sont encore dans les détentions. Je peux te citer des cas. Donc, moi je vous dis que il y a des pressions parmi ces pressions, il y a l'arrivée aussi, possible, je ne confirme pas, mais l'arrivée possible parmi ces éléments de pression des deux médiateurs. Et l'arrivée de ces médiateurs, le régime ne souhaite pas les voir ici. Parce qu'ils ne viennent pas pour... Le régime vous a dit ça? Mais les informations que actuellement on partage ici là, est-ce que ceux dont on parle, c'est eux qui nous informent? Je veux comprendre quoi? C'est notre métier de chercher les informations. Quand tu cherches une information, tu la recoupes sur 2-3 sources, c'est que... C'est bon. Je donne la parole aussi à Kamel. Tu nous as donné beaucoup d'informations sur la feuille de route et après... Mais actuellement, la feuille de route, elle est là ou pas? Le peu là qu'on a pu avoir là, on a qu'à nous appliquer ça. Sur le cas de la CENI, quelle est votre analyse rapidement? J'ai eu l'occasion, au niveau de notre rédaction, de rentrer un peu dans les coulisses de la médiation, notamment au niveau de la CEDEAO, au niveau des chefs d'État de la médiation. Et quand nous voyons aujourd'hui l'évolution de façon vraiment exceptionnelle du travail de la CENI, certains chefs d'État, certains diplomates se demandent pourquoi cet empressement à organiser les élections alors que on pouvait aussi s'empresser autant pour faire les réformes. Parce que, au niveau de la médiation, on a dit qu'il fallait faire des réformes. Parce que, quand on était au niveau de la médiation, avant de rédiger le communiqué, moi je l'appelle communiqué, je ne l'appelle pas feuille de route, parce que ce n'est pas une feuille de route. Je l'appelle communiqué. Mais quand on devait sortir la feuille de route, ou bien la médiation, le communiqué, mais le gouvernement togolais, les représentants du pouvoir, mettez l'accent sur les élections. Ils disaient que non, et le mandat des députés est arrivé à terme, il faut organiser les élections, le Parlement va rentrer dans un vide constitutionnel. Et c'est le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, médiateur, qui leur dit, mais en 2013, mais il y a eu ce cas.
on a dépassé le mandat et c'est après. Ça fait quelques jours seulement. Et c'est après que les élections ont eu lieu, que le nouveau Parlement a pris fonction. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qu'on est trop pressé parce que le Parlement est arrivé à terme. Parce qu'ils étaient en train d'évoquer l'article 52 de la Constitution qui dit que quand le mandat finit, il faudrait que voilà, il y ait des nouveaux élus qui puissent arriver. Mais on ne le dit pas dans le sens que il faudrait obligatoirement organiser, c'est-à-dire qu'il faudrait que les nouveaux députés arrivent, mais il faudrait qu'on organise de nouvelles élections, c'est vrai. Mais dans ce cas de figure, on a eu un problème où on a déjà vécu cette situation jurisprudence en 2013. Donc aujourd'hui, on peut toujours continuer à avancer la date des élections pour que les députés restent en place pour qu'on organise de nouvelles élections. Et puis après, quand ils insistaient sur les élections et occultaient la question des réformes, c'est le président Bouhari qui a dit, mais what about constitutional court? En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que vous en dites? Parce que la Cour constitutionnelle est le pilier même des élections. C'est la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats provisoires. Et Aboudou Assouma fait définitif, confirme les résultats provisoires. Confirme les résultats provisoires. Bien sûr. Oui. Aboudou Assouma est là depuis février 1997. Ça fait 21 ans qu'il est le président de la Cour constitutionnelle. Non. Et combien? 21 ans. Oui, il est arrivé en février 1997. Atou Kofi Amega, il est venu. C'est pas Aboudou Assouma. Bon, la Cour constitutionnelle actuelle, elle l'a depuis 21 ans. Oui, là c'est. Mais pourquoi? Pourquoi? Non. La Cour constitutionnelle actuelle est là depuis février 1997. Il faut faire les calculs. Oui, la Cour constitutionnelle est là, mais pas Aboudou Assouma. Mais elle n'a jamais été recomposée depuis quand Atou Kofi Amega est décédé, on a nommé un autre pour remplacer Atou Kofi Amega, c'est tout. Donc on demande la recomposition. Il y a deux membres qui sont décédés, donc il faut procéder à une recomposition totale au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi le président Bouhari avait proposé. Il faut recomposer cette Cour. Et l'empressement que Katanga et les autres ont à organiser les élections, référendums et tout ça là, mais cet empressement peut être consacré à faire des réformes. C'est assez simple. Il suffit que le chef de l'État dise que bon voilà, j'accepte ceci, je demande qu'on fasse ceci. Le Conseil des ministres a été clair hier. On va aller au Parlement. Mais il y a une précision à apporter. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, quand vous écoutez les dernières interviews de Bawara, le gouvernement ne dit pas qui fera les élections avant les réformes. On dit qu'il y aura toujours les réformes avant les élections. Qu'il y aura les réformes. Ça veut dire que le gouvernement désavoue la Commission électorale nationale indépendante face non, elle est en train de faire son travail. Maintenant, quand tu nous dis que le pouvoir a insisté sur la date des élections, oui, ben rien n'obligeait les facilitateurs à inscrire dans cette feuille de route. Et donc aujourd'hui, il y a selon cette feuille de route, il y a deux possibilités. Ils ont dit il y a la possibilité qu'on retourne au Parlement pour voir si les réformes peuvent être faites. On va donner la parole aux auditeurs. Au cas où ça ne marche pas. Merci beaucoup. On va donner la parole aux auditeurs. Je vous donnerai la parole pour un dernier tour de table, mais sur la question de la médiation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques depuis quelques jours sur la médiation. Certains ont envie de dire que la médiation a échoué. Carlos, dans son journal mardi, parlait de la CEDEAO comme le garçon de course et l'ami du pouvoir. Loïc, lui, n'est pas d'accord. Il dit que les efforts de médiation de la CEDEAO sont en train d'être banalisés. C'est bien ça. Et pour tous ceux qui ont lu, et beaucoup étaient d'accord. Parce que vous savez, voilà qu'on est en guerre, ou bon, pas en guerre entre guillemets. On est en crise. On ne s'entend pas. Mais il faut forcément quelqu'un pour venir. Et la CEDEAO est venue. Et ce qui est pire, ce qui est grave, la CEDEAO est venue, elle essaie de aller de manière diplomatique. Et sur les réseaux sociaux, partout, je vois des gens s'attaquer à la CEDEAO, à ce qu'elle envoie, comme s'ils étaient obligés. Mais face aux militaires en face, qu'est-ce que vous pouvez? C'est la CEDEAO qui est en train de s'arranger pour qu'on sorte de la crise et on les attaque. Moi, je dis non. Ça n'a aucun sens. Parce que si la CEDEAO se retire aujourd'hui, les réformes sont reparties dans 50 ans, vous ne les aurez pas. Mais comment vous Merci beaucoup. Je vous donnerai la parole sur le sujet. Je voudrais qu'on écoute quelques moments les auditeurs qui sont au téléphone. Allô? Allô? Ah, il est reparti. Carlos, vous avez écrit sur le sujet. Oui. J'ai écrit sur le sujet parce que... Permettez qu'on ressorte l'auditeur. Il est là. Oui. Allez-y. D'après les informations que j'ai eues, c'est que au-delà de la médiation de la CEDEAO,
les diplomates au niveau de la CEDEAO disent que ce n'est pas à la CEDEAO de venir régler le problème des Togolais, de venir imposer à force de quitter le pouvoir, de venir faire ceci ou cela. Mais eux, ils peuvent apporter des approches qui puissent permettre la CEDEAO l'a toujours dit. De pouvoir on va prendre un auditeur au téléphone. Allô? Allô, c'est M. Komlavi. Allô? Monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi, nous vous écoutons. Oui, je pense que aujourd'hui, beaucoup en train de criminer la CEDEAO. Tout récemment, la CEDEAO est venue au Togo. Est-ce que si le coup la signe en train de faire, c'est pas conforme au fait de Russes, pourquoi ils n'ont pas pu arrêter le processus électoral que la CEDEAO a conduit, mais ils demandent maintenant de renforcer cette CENI. Je pense que là aussi, il faut voir que la CENI est dans le sillage de ce que propose la CEDEAO, sinon on devrait les arrêter de plus. D'accord, très bien. Ben, ça, c'est votre réaction par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Komlavi. Merci de nous avoir contactés. Oui, Carlos, par rapport à la CEDEAO. Voilà. Et je disais justement, et j'ai écrit au cours de la semaine, que il y a le garçon de course et puis l'ami du pouvoir. J'ai des preuves de ce que je dis. Parce que Monsieur Garba, comment on l'appelle? Garba Lompo. Il était le ministre de la Justice de Mamadou Tandja quand ils ont été balayés à l'époque par un coup d'État. Quand ils sont partis et tout ça là. Mais quand il est revenu en tant que représentant de la CEDEAO à Lomé, son copinage avec le pouvoir en place ne reflète pas l'activité d'un diplomate, ambassadeur, représentant de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une ONG. Vous vous rappelez, j'ai des preuves. Au foire Evala, mais la CEDEAO a engagé des fonds et des moyens pour aller soutenir Evala. Vous voyez, Evala, c'est une fête traditionnelle et autant on doit soutenir peut-être Evala que d'autres fêtes traditionnelles. Mais Garba Lompo s'est engagé véritablement à assister Evala comme si la CEDEAO était une ONG. Bien. Ce qui est, ça veut dire que c'est l'ami du pouvoir. Et puis il y a d'autres actions. Moi j'ai eu à rentrer, comme je l'ai dit dans les coulisses de la CEDEAO, il pose des actes qui donnent l'impression comme si il roulait tout simplement pour le pouvoir et que l'alternance n'est pas son problème. D'accord. Claude Kassi-Brou, qui est celui de c'est un garçon de Alassane Ouattara. Oui. Parce que si des gens viennent en tant que dans le cadre du comité de suivi pour venir créer des conditions et aller en avant, c'est-à-dire avancer sur la question de la feuille de route, on ne peut pas dire que bon, nous allons aller rendre compte parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir dire à la CENI arrêtez. Carlos, merci beaucoup. Donc, je donnerai la parole sur le même sujet à Abi et à Fabrice tout à l'heure. On va prendre un auditeur. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur et aller très rapidement? Ok, j'ai continué, monsieur. Bon, j'ai une question à poser là. Allez-y. Bon, j'aimerais demander surtout à monsieur Abi Alpha si la coalition des 14 partis ont mis une cellule diplomatique pour certains chefs d'État pour que au moment où des concertations entre les présidents, il y a des présidents qui les tiennent. Puisque, au vu de tout ce qui se passe, on dirait qu'ils n'ont pas bien géré la diplomatie. Bien, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Oui, la question diplomatique, la diplomatie, est-ce que c'est... Oui, les couloirs, c'est un vrai problème pour la coalition aujourd'hui. Je crois que la coalition est assez responsable. Ce n'est pas un regroupement comme ça anarchique. Il y a quelqu'un devant, il est secondé par quelqu'un et il est entêtant plusieurs fois, tantôt sur proposition de la coalition, tantôt sur convocation, ils ont eu à faire des rencontres diplomatiques, pas hors pays. Donc, ils sont organisés. Il y a une cellule qui travaille de façon à ce que quand ça ne marche pas, qu'on remette les pendules à l'heure. Moi, j'allais dire par rapport à la CEDEAO. C'est ça. Attendez, je vous donnerai la parole sur la question de la CEDEAO. On va prendre notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, nous écoutons votre réaction rapidement. Ok, ma réaction est les C14 et le gouvernement, ils parlent, mais ils ne parlent pas de l'armée. Je vois que l'armée est derrière la CENI. Si l'armée est écartée du gouvernement, tout peut aller bien. Donc, on doit s'attaquer aux armées, de parler aux armées que le Togo nous appartient, nous tous. Donc, moi, je vois que c'est l'armée qui intervient et ils ont de la force pour faire n'importe quoi au Togo. Si l'armée dit aujourd'hui,
vous aussi vous voulez faire des élections, eux aussi veulent faire les marches. Nous, on va encadrer les marches. Personne ne peut pas tirer les gaz, personne ne peut pas tuer les gens. Les choses vont changer dans ce pays. Donc, ces 14 tout là, ils n'ont qu'à parler aux armées, ils n'ont qu'à approcher aux armées, ils n'ont qu'à dire au CEDEAO, parlez-nous aux armées. Personne n'est pas venu pour attaquer le Togo. Ils sont venus pour dialoguer les Togolais. Donc, l'armée doit rester à l'écart du peuple togolais et tout va aller bien. Merci beaucoup, Bozambo. Merci de nous avoir contactés. On va peut-être prendre un dernier auditeur. Oui, vous voulez intervenir sur le sujet? Non, je vous donnerai la parole sur le cas de la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un dernier auditeur maintenant. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Quel est votre nom? Monsieur Ismaël. Nous vous écoutons, Ismaël. Je voudrais tout simplement rappeler que en 2005, nous traversions une période comme celle-là. Et tout le monde connaît ici, après les élections. Et la CVGR, après a travaillé, le président de la République a dit tout simplement que plus jamais cela, parlant des décès, des morts. Ce que nous sommes en train de faire, allons-nous vivre la même situation et il va nous dire la même chose après? Plus jamais cela, le Togo a tant souffert. Bien. Je veux voir les positions. Merci beaucoup Ismaël, merci de nous avoir contactés. On ne reçoit plus de coups de fil aujourd'hui. Maintenant, on va faire un dernier tour de table avant de rendre l'antenne, puisqu'il est presque l'heure. Oui, Abi Alpha, je disais que pour le moment, il ne faut pas qu'on mette la charrue devant les deux. C'est vrai que depuis même il y a quelques mois, à la sortie du 31, les Togolais ont dit qu'on attendait mieux que ça. Et dans certains cas, les gens se sont réjouis que ce qui est sorti là, ça fait leur affaire. Le peu qui fait leur affaire là, je vais parler du camp du régime, ils n'ont qu'à nous appliquer ça, les recommandations. Et les réformes, on sait comment ça se fait, c'est vous qui tenez le pays, c'est à vous d'introduire pour que ça se passe. Maintenant, je viens. Oui, la CEDEAO. La CEDEAO actuellement a déjà recruté au moins 4 experts, dont un Sénégalais. Je ne vais pas me prononcer sur la tête de chacun. S'ils ont été recrutés sur appel d'offres dans la CEDEAO, mais ils viennent ici actuellement, les textes maires du Togo sont je vais dire les textes fondamentaux, lois fondamentales, sont la seule exception dans la sous-région. La CEDEAO ne peut pas venir vouloir résoudre une crise et envoyer au Togo des experts qui vont nous pondre des textes qui vont continuer par faire une exception à la CEDEAO. Donc, c'est en cela que moi je dis, pour le moment, ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Merci beaucoup. Le peu là qu'ils ont accepté de nous donner, on a pris, on tient. Que ceux qui sont censés appliquer, appliquent ça. Et c'est ça, ils ne voulaient pas. Les Baola il y avait entre-temps, les gens disaient, jamais, le Togo est un État autonome, pas question de toucher à la Cour constitutionnelle. La dernière fois, Charles Kaddo est sorti et dit que, on va recomposer la Cour constitutionnelle, mais pas la CENI. Aujourd'hui, c'est la CENI qui est en train d'être mouillée. Le gouvernement qui dit que c'est la CENI qui se presse trop. Certains journaux, mon proche, ont dit que la précipitation de la CENI inquiète-t-il le régime. Ça veut dire que les gens ont eu des pressions. Merci beaucoup, Abi Alpha. Ils vont croire qu'ils ne sont pas d'accord avec la CEDEAO aujourd'hui. Non, il faut comprendre le fonctionnement de la CEDEAO pour éviter de dire qu'elle est proche de tel ou tel. En fait, c'est une institution, quand elle arrive, elle ne contourne pas les institutions qui existent dans le pays. Et la CEDEAO également, dans son fonctionnement, est très regardante par rapport à la Constitution. Elle ne fera rien contre ce qui est contenu dans la Constitution. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ça donne l'impression aux gens comme s'il avait une acquaintance avec tel ou tel. Souvenez-vous, en 2005, lorsque, après le décès de Yadema, il y a eu allégeance et Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, la CEDEAO a adopté une position et elle est restée ferme dans cette position. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il démissionne pour qu'on organise des élections. Et il y a eu cette parenthèse qu'on oublie très souvent. Le chef, à l'époque, Faure Gnassingbé avait démissionné pour aller concourir par rapport aux élections. Maintenant, tout le débat autour de l'organisation de cette élection, ça c'est autre chose. Et c'est pour cela également, quand vous prenez la situation en Côte d'Ivoire sous Gbagbo, à un moment donné, mais lorsque la CENI a proclamé Alassane Ouattara provisoirement gagnant et on a senti qu'il y avait un forcing pour contourner les institutions, la CEDEAO est intervenue jusqu'à ce que on envoie les militaires et tout cela et autres. Idem au niveau de Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a reconnu qu'il a perdu. Après, et aussi longtemps
que quelqu'un va essayer de se mettre, c'est-à-dire que de renverser les institutions, et aujourd'hui vous comprenez que la CEDEAO intervient, mais quand dans un pays les institutions fonctionnent, elle fait avec et elle accompagne par rapport à ça. Pour cela, elle sait que pour qu'il y ait alternance dans un pays, il faut les élections. Mais là, le problème du Togo, c'est qu'on ne s'entend pas sur la crédibilité des élections. Et il faut renforcer les institutions qui interviennent dans cette élection-là. Et c'est pour cela qu'ils disent, nous allons vous envoyer des experts qui vont vous aider à faire ci et ci et ça. Si demain, on organise une présidentielle et jamais Faure Gnassingbé est candidat, et il est battu, et ça prouve dans les urnes qu'il est battu, et il veut se forcer, vous allez voir le visage d'une autre CEDEAO. Loïc? Non, je crois que 30 secondes. Non, tout est résumé, je crois, par Fabrice. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est comme ça fonctionne. Les gens doivent comprendre que c'est comme ça fonctionne et arrêter de jeter dans la thème sur la CEDEAO. La CEDEAO, jusque-là, fait un travail excellent. La feuille de route qu'elle nous a donnée, elle est très bonne. L'essentiel pour moi, c'est qu'on aille vite. Parce qu'il faut qu'on aille passe vite. Et c'est là où j'ai peur pour que la CEDEAO tape du poing sur la table. Si le gouvernement continue par traîner pour mettre en exécution la feuille de route, parce que c'est une feuille de route. On n'a pas dit prenez ça et ne prenez pas ça. La feuille de route a cité des choses. On ne parle que d'élections et on laisse l'essentiel. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, pour moi, il faut vite aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que le plus important, c'est les réformes. Merci si beaucoup. on traîne encore cette fois-ci, là, ça risque de nous taper. Carlos, 30 secondes et puis on aura l'antenne. Je n'ai jamais critiqué la feuille de route. Je l'appelle communiqué parce qu'il n'y a pas eu vous l'avez précisé tout à l'heure. Un chronogramme. Allez-y. Sur cette feuille de route. Je ne la critique pas, mais je trouve que elle est insuffisante dans la mesure où elle n'a pas pu mettre des garde-fous pour obliger le pouvoir et aussi l'opposition à pouvoir être à l'aise dans son exécution. Et la fougue et l'obsession zélatrice de la CENI à s'engager dans cette organisation d'élection est suicidaire pour le pays. Et si le chef de l'État dit plus jamais ça, peut-être c'est à Atakpamé, il dit qu'il n'aura plus jamais ça à Atakpamé, il pourrait avoir ça peut-être ailleurs dans le pays. Donc il faudrait que tous les acteurs puissent s'accorder pour véritablement engager les réformes avant qu'on ne puisse organiser les élections au Togo. Merci. Pour terminer, les réformes qui accouchent d'une nouvelle constitution, la nouvelle constitution qui contient un nouveau code électoral qui accouche de la nouvelle CENI, et puis on fait les élections. Merci et beaucoup, puis sachez que Abi la CEDEAO ne peut pas continuer par venir au Togo pour faire des lois d'exception. Je rappelle que, Abi, vous êtes le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Petiesi, le libéral, Loïc Lawson, Flambeau des démocrates, et Carlos Ketao, l'indépendant express. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Merci à Jack pour ce qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À lundi! Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.